Une infirmière consola des jumelles malades à l'hôpital en leur chantant une chanson qu'elle chantait à sa fille disparue. Mais elle est choquée lorsque les jumelles disent « Ma maman chantait aussi cette chanson ». La lumière blafarde des couloirs du centre hospitalier universitaire de Lyon se reflétait sur les murs pâles, dessinant des ombres silencieuses dans la nuit. À cette heure tardive, seuls les murmures des respirateurs artificiels et les bips réguliers des moniteurs cardiaques remplissaient l'air. Claire Moreau avançait lentement dans le service pédiatrique, ajustant les couvertures d'un enfant endormi, vérifiant le niveau d'une perfusion, notant discrètement les constantes vitales. Elle ne parlait presque jamais durant ses gardes de nuit. Son silence n'était pas de fatigue, ni de détachement. C'était un silence sculpté par la douleur, un espace qu'elle avait choisi de ne plus combler avec des mots. Cela faisait maintenant 4 ans que sa fille Léa avait disparu. 4 longues années durant lesquelles aucun jour, aucune nuit ne s'était écoulé sans que Claire pense à elle. Elle n'avait jamais cessé de chercher, de questionner, de coller des affiches, d'appeler des commissariats et de s'agripper à la moindre piste, même la plus mince. Mais le monde n'avait donné aucune réponse. Alors, au fil des mois, sa voix s'était éteinte lentement. Elle parlait aux enfants malades, bien sûr. Elle répondait aux collègues, aux médecins, aux parents angoissés. Mais la voix intérieure, celle qui chantait, celle qui riait, celle qui criait parfois dans les bras de Léa, elle s'était tue. La seule chose qui subsistait, par instants fugaces, c'était cette berceuse. Une mélodie ancienne, douce et apaisante, qu'elle avait inventée pour sa fille. Il n'en existait aucune trace. Elle ne venait ni d'un album ni d'un film. C'était leur secret, une chanson inventée au fil des baisers et des histoires racontées à la lueur d'une veilleuse. Claire la fredonnait parfois sans s'en rendre compte, à demi-voix, en changeant une couche ou en rangeant une chambre. C'était un geste automatique, une mémoire musculaire qui se rebellait contre l'oubli. Les autres infirmiers la respectaient. Certains disaient qu'elle avait quelque chose d'unique, une douceur profonde, une sorte de calme presque hypnotique quand elle soignait. Les enfants, même ceux qui hurlaient en arrivant aux urgences, s'apaisaient souvent lorsqu'elle s'approchait. Elle n'élevait jamais la voix, elle n'imposait rien. Elle accompagnait toujours. Certains disaient même qu'elle avait un don, mais elle savait que c'était faux. Ce qu'ils prenaient pour du don, c'était simplement cette tristesse contenue, cette douleur silencieuse, qui lui donnait cette capacité à comprendre la peur des autres. Ce soir-là, la pluie tombait drue contre les vitres du service. Les orages d'automne avaient commencé à secouer Lyon avec force. Claire, enroulée dans sa blouse blanche, notait sur un petit carnet les doses exactes des traitements administrés dans la soirée. Sa main, habituée à écrire vite et avec précision, semblait pourtant hésiter. Le souvenir de Léa était plus présent que d'habitude, peut-être à cause de l'orage. Sa fille avait toujours eu peur des tempêtes. Elle courait dans les bras de Claire, enfouissait son visage contre sa poitrine et murmurait « Chante, maman, chante ». Alors Claire chantait, encore et encore, jusqu'à ce que la petite s'endorme. Elle leva les yeux, soudain figés. Au bout du couloir, une brancardière venait d'entrer, suivie de 2 ambulanciers trempés. Entre eux, une civière transportant 2 petites silhouettes emmitouflées dans des couvertures mouillées. Claire comprit immédiatement que c'était pour son service. L'infirmière responsable de l'accueil accourut et échangea quelques mots rapides. Claire se redressa, s'approcha calmement, attentive aux gestes, aux détails. Les 2 petites filles avaient été trouvées en détresse respiratoire dans un refuge de fortune, signalé par un passant qui avait entendu des pleurs étouffés. Elles n'avaient aucun document, aucun adulte avec elles. Les services sociaux avaient été appelés, bien sûr. Un dossier allait être ouvert, mais pour l'instant, ces enfants étaient entre leurs mains, et c'était tout ce qui comptait. Claire, qui avait vu bien des enfants sans famille, bien des histoires brisées, sentit pourtant quelque chose d'étrange en regardant ces 2 filles. Elles semblaient si petites, si identiques, avec leurs cheveux châtains trempés collés au front et leurs joues rougies par le froid. L'une d'elles, la plus éveillée, tourna la tête vers Claire. Leurs regards se croisèrent et un frisson traversa le dos de l'infirmière. Elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Il n'y avait rien de rationnel. Ses yeux, grands, sombres, brillants, elle les avait vus quelque part. Pas dans un rêve, pas dans un souvenir flou. C'était une certitude. Ses yeux, elle les connaissait. Mais ce n'était pas possible. Elle secoua la tête, tenta de reprendre son calme. Les enfants avaient besoin de soins.
Il y aurait le temps, plus tard, pour les réflexions. Elle se força à agir mécaniquement, comme elle l'avait appris. Elle plaça les filles dans une chambre d'isolement, comme le protocole l'exigeait en cas d'infection respiratoire. Elle leur enleva les vêtements mouillés, les remplaça par des pyjamas secs, installa les masques d'oxygène adaptés, tout en murmurant des mots rassurants. Les petites restaient muettes, tremblantes. Leurs mains agrippaient les draps, leurs yeux restaient fixés sur elle sans ciller. Claire posa une main sur le front de l'une d'elles pour vérifier la température. La petite ne bougea pas, puis soudain attrapa ses doigts et les serra fort. C'était un geste de panique, de besoin, presque désespéré. Claire s'agenouilla à côté du lit et, sans même y penser, commença à fredonner la chanson. Cette chanson qu'elle ne chantait plus que dans le silence de sa mémoire. Les mots sortirent tout seuls, doucement, presque inaudibles. À cet instant, quelque chose changea. Les deux filles se regardèrent, puis ensemble, elles tournèrent la tête vers elle. Une accalmie étrange emplit la pièce. Le bruit des machines semblait plus lointain. Claire continuait de chanter, et les filles écoutaient. Elles ne pleuraient plus, elles respiraient toujours difficilement, mais il y avait maintenant une paix dans leurs gestes, dans leurs regards. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une simple berceuse, c'était cette chanson. Et quelque part, dans les recoins les plus profonds du cœur de Claire, une fissure venait de s'ouvrir. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait. Elle ne pouvait pas le savoir. Mais dans ce silence peuplé de chants et de machines, quelque chose venait de bouger, quelque chose qui allait tout changer. La pluie continuait de s'abattre violemment sur Lyon, rythmant la nuit comme un métronome irrégulier. À travers les grandes baies vitrées du service pédiatrique, les gouttes formaient un rideau liquide derrière lequel la ville semblait se dissoudre. Dans la chambre numéro 7, l'atmosphère était étrange. L'air sentait encore le désinfectant frais, mais quelque chose d'autre flottait là, plus insaisissable, plus lourd. Claire, assise sur un tabouret au pied du lit, observait en silence les deux petites filles installées côte à côte. Emma et Camille, c'était ainsi qu'elles avaient été identifiées par une note griffonnée sur un morceau de papier retrouvé dans une des poches de leur manteau détrempé. Elles étaient toutes deux plongées dans une demi-conscience, encore fatiguées par la détresse respiratoire qui avait motivé leur admission. Leur respiration était sifflante, ponctuée de petits sursauts. Les traitements par nébuliseur administrés en urgence semblaient commencer à faire effet. Claire notait méticuleusement chaque évolution. Saturation en oxygène, température corporelle, fréquence respiratoire. Mais en vérité, ses pensées étaient ailleurs. Depuis qu'elle les avait vues pour la première fois, quelque chose la troublait profondément. Ce n'était pas seulement l'émotion ressentie lorsqu'elles avaient réagi à sa berceuse, ni même cette manière si instinctive dont l'une d'elles lui avait serré la main, comme si un lien ancien existait déjà entre elles. C'étaient leurs yeux, ces deux paires d'yeux immenses, sombres, profonds, des yeux qu'elle connaissait sans les avoir jamais vus. Elle s'était forcée à chasser cette impression, à rationaliser, mais plus elle passait du temps près d'elle, plus l'étrangeté s'imposait comme une évidence. Emma, la plus expressive, ouvrit lentement les paupières. Claire se pencha doucement, sans bruit, et lui murmura quelques mots réconfortants. La petite ne répondit pas, mais ses yeux restèrent fixés sur elle avec une intensité déroutante. Puis Camille, à son tour, sembla sortir de son demi-sommeil. Elle se redressa légèrement, cligna plusieurs fois des yeux et regarda sa sœur. Leurs gestes étaient presque synchrones, comme si l'une ressentait les émotions de l'autre sans avoir besoin de parler. Claire observa cette dynamique silencieuse, touchée par la complicité entre elles. Une assistante sociale, Florence Vérac, entra discrètement dans la chambre avec un dossier sous le bras. Elle échangea quelques mots avec Claire à voix basse. Les informations étaient maigres. Les fillettes avaient été repérées seules dans un squat abandonné aux abords de la périphérie lyonnaise. Elles étaient sales, affamées, sans adultes à proximité. Aucun signalement ne les mentionnait dans les bases de données de la protection de l'enfance. Aucun document d'identité, aucun livret de famille. Le mot Emma et Camille était tout ce qu'on avait, écrit à la hâte, trempé d'eau et à moitié effacé. Florence avait entamé les procédures d'identification auprès des services compétents. En attendant, elle restait sous la responsabilité de l'hôpital. Claire écoutait, hochant la tête mécaniquement, mais ses pensées tournaient en boucle autour de cette étrange sensation de déjà-vu. Lorsqu'elle retourna dans la chambre, les filles semblaient un peu plus éveillées.
Elle leur tendit un jus de fruits, un petit biscuit. Emma accepta, Camille refusa. Claire s'assit à côté du lit, prit doucement la main de Camille dans la sienne et lui parla comme elle l'aurait fait avec n'importe quel enfant, avec cette voix basse et douce qui avait si souvent calmé les angoisses nocturnes des petits patients. Puis, presque sans y penser, elle recommença à fredonner. Pas la chanson entière, juste une phrase, une bribe de mélodie. Camille tressaillit. Emma tourna brusquement la tête vers elle. Claire s'interrompit aussitôt, surprise par la réaction. Mais ce fut alors que Camille, d'une voix faible, presque éteinte, dit quelque chose qui glaça le sang de Claire. Ma maman aussi chantait cette chanson. Claire resta figée, incapable de bouger. Elle crut d'abord avoir mal entendu. Emma hocha lentement la tête, comme pour confirmer les paroles de sa sœur. Claire sentit une sueur froide courir le long de sa colonne vertébrale. Son cœur battait trop fort. Cette chanson, elle en était certaine. Personne ne la connaissait. Elle ne l'avait jamais chantée à d'autres enfants. Jamais enregistrée, jamais récitée devant quiconque. C'était leur chanson, à elle et à Léa. Un trésor intime et unique. Et pourtant, ces deux fillettes semblaient la reconnaître, comme si elle faisait partie de leur propre mémoire. Elle voulut poser des questions, mais se retint. Ce n'était ni le lieu, ni le moment. Les filles étaient encore faibles, et tout interrogatoire risquait de les effrayer davantage. Mais le doute, désormais, s'était transformé en certitude douloureuse. Il y avait un lien, un fil invisible, mais tendu jusqu'à en devenir palpable. Claire resta près d'elle toute la nuit, refusant de céder sa place à une collègue. Elle nettoya les nez qui coulaient, changea les draps humides, caressa les cheveux collés par la sueur, et elle observa inlassablement, à la recherche du moindre détail, du moindre indice. Vers 4 heures du matin, les filles s'endormirent enfin pour de bon. Claire, assise entre les deux lits, les observait dormir. Camille avait une petite cicatrice sur le front, fine et presque effacée, qu'on ne remarquait qu'à la lumière. Emma avait un grain de beauté sous l'oreille gauche, minuscule mais distinctif. Des détails comme ceux qu'une mère reconnaît sans réfléchir. Claire se surprit à les mémoriser, comme si elle avait besoin de preuves, de confirmation matérielle à une intuition trop forte pour être ignorée. Elle quitta la chambre à pas feutrés, se dirigea vers la salle de repos. Là, elle s'assit sur le canapé usé, ferma les yeux et laissa pour la première fois depuis longtemps ses pensées dériver librement. Elle repensa à Léa, à ses yeux rieurs, à sa voix légère. Elle repensa aux jours qui avaient précédé sa disparition, à cet après-midi étrange où sa meilleure amie Élodie avait annulé leur rendez-vous prévu de longue date, à cette même Élodie qui s'était éloignée sans explication peu après. Une pensée surgit alors, brutale. Et si les événements étaient liés? Mais elle repoussa l'idée. Ce n'était pas le moment de creuser. Il fallait d'abord comprendre qui étaient réellement Emma et Camille. Et pourquoi, parmi tant de chansons, c'était précisément celle-là qu'elle reconnaissait. Claire se leva lentement, le regard sombre mais déterminé. Elle ne pouvait plus ignorer ce que son cœur lui criait. Une vérité enfouie semblait vouloir remonter à la surface. Et cette vérité avait désormais les yeux de 2 petites filles perdues. Le lendemain, la lumière du matin filtrait à peine à travers les persiennes du service pédiatrique, projetant des bandes pâles sur le sol carrelé. La tempête avait laissé place à un ciel gris, lourd de silence, comme si la ville entière retenait son souffle. Claire, assise dans le coin de la chambre des jumelles, tenait un petit carnet entre les mains. Elle n'y écrivait rien. Elle le fixait, perdue dans ses pensées. La scène de la nuit précédente tournait en boucle dans sa tête. La voix faible de Camille, la phrase venue de nulle part, si précise, si déconcertante. Ma maman aussi chantait cette chanson. Ce n'était pas une coïncidence. Claire en était certaine, et pourtant son esprit rationnel luttait contre l'émotion brutale qui menaçait de l'envahir à chaque seconde. Emma s'éveilla en premier. Elle s'étira lentement, les yeux encore mi-clos, puis aperçut Claire et lui adressa un regard fixe. Il n'y avait ni peur ni surprise dans ce regard, plutôt une reconnaissance muette, comme si sa présence allait de soi. Claire s'approcha, lui parla doucement, lui proposa un petit déjeuner. L'enfant acquiesça d'un signe de tête. Camille se réveilla peu après. Les 2 filles, encore fatiguées mais visiblement soulagées, semblaient plus présentes qu'hier. Claire décida de les garder un peu actives pour évaluer leur état général. Elle leur proposa de dessiner. Elle sortit quelques feuilles, des crayons de couleur,
les installa à une petite table. Les filles acceptèrent sans mot dire. Assises non loin, Claire les observait attentivement. Leur manière de se concentrer, de choisir les couleurs, de se pencher vers la feuille, tout dans leurs gestes lui rappelait quelque chose de lointain, de flou, mais terriblement familier. Lorsqu'elle leur demanda ce qu'elles dessinaient, Emma répondit d'un ton tranquille « Notre maison d'avant ». Claire s'approcha, regarda les traits maladroits, un bâtiment gris avec une grande fenêtre, 2 arbres, un chien au loin. Rien d'exceptionnel. Mais elle remarqua une chose étrange. Au-dessus du toit, une forme ronde orange striée de lignes. Elle demanda ce que c'était. « C'est la lampe dans la chambre », dit Camille sans hésiter. « Quelle lampe ?» demanda Claire. « Celle qui fait des étoiles au plafond quand on l'allume », répondit Emma. Claire sentit un frisson la parcourir. Elle avait offert à Léa une veilleuse identique, un modèle très rare qu'elle avait trouvé dans une petite boutique de design enfantin à Grenoble. Une veilleuse qui projetait des constellations au plafond. Léa l'adorait. Et la lampe avait disparu en même temps qu'elle. Il était peu probable que 2 autres enfants possèdent le même objet, à moins qu'un lien réel existe. Claire ne pouvait plus ignorer ces signes. Ils s'accumulaient comme des pièces de puzzle dont l'image commençait à émerger. Mais pour avancer, elle devait comprendre ce que les filles savaient. Elle s'assit à côté d'elle, attendit qu'elles soient absorbées par leur dessin, puis, d'une voix neutre, leur posa une question simple. « Est-ce que vous vous souvenez du prénom de votre maman ?» Les filles se regardèrent. Un moment de silence passa. Claire pensa qu'elle ne répondrait pas. Puis Emma murmura « Élodie ». Ce nom explosa dans la tête de Claire, comme un feu d'artifice silencieux. Élodie, son amie disparue. Celle qui s'était éloignée juste avant la disparition de Léa. Celle dont elle n'avait plus entendu parler depuis. La coïncidence était trop grande. Elle sentit un vertige la prendre, mais elle ne laissa rien paraître. Elle continua d'accompagner les petites, les observa jouer, mangea avec elles, les installa pour la sieste. Une fois la chambre plongée dans le calme, Claire quitta discrètement le service. Elle descendit dans les archives internes du centre hospitalier. Là, elle consulta les dossiers liés aux admissions récentes, fouilla dans les rapports des services sociaux transmis la veille. Le nom d'Élodie n'y figurait pas, mais elle trouva une note laissée par l'assistante sociale de permanence. Enfant retrouvé seul dans un abri de fortune. Pas de tuteur identifié. Prénom de la mère mentionné oralement, Élodie. Claire se sentit submergée. Ce n'était plus seulement une impression. Quelque chose de réel était en train de remonter à la surface. Pourquoi Élodie avait-elle disparu? Que faisait-elle à Lyon? Et surtout, comment avait-elle pu devenir la mère ou la tutrice de ces 2 filles? Claire se rappela alors qu'Élodie avait grandi à Grenoble, tout comme elle. Elles s'étaient connues au lycée, une amitié fusionnelle, jusqu'à ce qu'Élodie change soudainement, devienne distante, méfiante, et finalement disparaisse sans laisser de traces. Claire ne comprenait pas encore, mais l'angoisse montait. Et si Léa... Non, elle ne pouvait pas encore formuler cette pensée. Elle retourna dans la chambre. Les filles dormaient profondément, leurs visages apaisés. Claire les observa longuement. Elle s'attarda sur les traits de Camille. Il y avait une ombre dans la forme du nez, une courbe des sourcils qui réveillait un souvenir de Léa. Elle regarda Emma, et là encore, elle crut percevoir quelque chose. Elle s'assit entre les 2 lits, posa la tête contre le mur, ferma les yeux. Le flot des émotions menaçait de la submerger. La nuit suivante, alors que les lumières du service s'éteignaient peu à peu, Claire prit une décision. Elle attendit que tout soit calme, que les enfants dorment à nouveau. Puis elle se pencha tout doucement vers Emma et murmura la chanson. Cette fois, elle alla jusqu'au bout, chaque mot, chaque inflexion. Elle termina la mélodie dans un souffle. Emma, dans son sommeil, sourit. Camille bougea légèrement, murmura un mot indistinct. Et Claire, le cœur serré, comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un souvenir partagé. C'était une empreinte laissée quelque part dans leur mémoire profonde, celle qu'aucun traumatisme, aucune séparation ne pouvait effacer. La connexion n'était plus seulement émotionnelle, elle était réelle. Claire se tenait au seuil d'une vérité trop immense pour être ignorée. Une vérité qui, si elle osait l'affronter, pourrait bouleverser toute sa vie. Le service pédiatrique baignait dans une lumière tamisée, tandis que l'agitation du matin commençait à s'intensifier dans les couloirs du CHU de Lyon. Les voix des soignants se croisaient, les appels résonnaient dans les haut-parleurs et les brancards roulaient à vive allure entre les salles.
Claire Moreau, cependant, restait en marge de cette effervescence. Elle venait de terminer sa garde de nuit, mais au lieu de rentrer chez elle comme d'habitude, elle restait assise dans la petite salle de repos des infirmiers, un café tiède entre les mains, les yeux perdus dans le vide. La phrase murmurée par Camille résonnait encore en elle, tout comme le prénom lâché innocemment, Élodie. Chaque minute qui passait faisait s'effondrer un peu plus les barrières qu'elle avait mis des années à ériger. Elle avait besoin de comprendre, de mettre de l'ordre dans les fragments de souvenirs, de noms, de lieux qui flottaient maintenant en désordre dans son esprit. Elle ouvrit son carnet de notes, celui qu'elle utilisait uniquement pour consigner ses pensées personnelles, bien distinctes du carnet de soins. Elle y écrivit lentement quelques mots: jumelles, chanson, Élodie, Grenoble. Chaque mot était une pierre, lourde et inquiétante, tombée dans le puits sans fond de ses doutes. Elle décida de consulter les dossiers des filles, officiellement classées comme mineurs isolés. Grâce à son accès en tant qu'infirmière de référence, elle put entrer dans la base de données du service social de l'hôpital. Le rapport préliminaire confirmait ce que Florence Vérac lui avait dit. Les enfants avaient été retrouvés seuls dans un bâtiment abandonné à la périphérie nord de la ville. Leur état de santé était préoccupant mais stabilisé. Aucun signe de violence physique, mais une dénutrition légère et un état d'angoisse latent. Leur langage était fluide, leur compréhension claire, ce qui laissait supposer un environnement familial structuré dans un passé encore récent. Le détail qui la frappa le plus fut la mention d'un prénom unique relevé lors d'un échange informel avec les enfants. Élodie, rien d'autre. Aucun nom de famille, pas d'adresse, pas de contact. Claire sentit son cœur battre plus vite. Ce prénom n'était pas anodin. C'était celui de son amie perdue de vue, celle qui avait partagé tant de choses avec elle avant de disparaître mystérieusement de sa vie. Elle s'était connue à Grenoble, étudiante en soins infirmiers. Élodie était vive, passionnée, entière. Une jeune femme lumineuse mais instable, qui changeait souvent de ville, de projet, d'amant. Leur relation s'était distendue à mesure qu'Élodie devenait plus secrète, plus fuyante. Puis, quelques mois avant la disparition de Léa, elle avait tout bonnement cessé de répondre à ses appels. Le nom d'Élodie fit jaillir en elle un souvenir enfoui. Un après-midi d'hiver, dans un café près de la gare de Grenoble, Élodie avait évoqué, presque en plaisantant, son envie d'avoir un enfant sans passer par les circuits classiques. Elle parlait d'adoption informelle, de sauver une vie, de contourner le système. Claire, à l'époque, avait ri, pensant qu'il ne s'agissait que de l'un de ses délires passagers. Mais à présent, ce souvenir résonnait comme un avertissement. Claire ferma les yeux. Une pensée, encore vague mais insistante, prenait forme. Et si Élodie avait eu un lien avec la disparition de Léa? Et si, dans une situation d'urgence ou de dérive, elle avait trouvé Léa quelque part et décidé de l'élever comme sa propre fille? C'était une idée monstrueuse, mais elle devait explorer cette piste. Même si elle risquait de découvrir une vérité qui bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir sur ces 4 dernières années. Elle décida de remonter la piste d'Élodie, d'abord en consultant les fichiers anciens du personnel hospitalier. Élodie avait fait un stage à Lyon brièvement juste après leur diplôme. Elle chercha dans les archives du personnel, les bulletins d'information interne, les anciens listings. Son nom apparaissait brièvement dans un rapport de stage daté de 6 ans plus tôt, puis plus rien. Claire poursuivit ses recherches dans les bases de données publiques, utilisant l'ordinateur du secrétariat quand celui-ci fut libre. Elle lança une recherche dans le registre des décès de la région de Grenoble. Et là, au bout de quelques clics, son cœur s'arrêta un instant. Élodie Bresson. Décédée 2 ans plus tôt, à la suite d'un incendie domestique dans un immeuble vétuste du quartier Taïser. Cause du décès: intoxication par inhalation de fumée. Aucune mention d'enfant sur l'acte officiel, mais une coupure de presse numérisée mentionnait que la défunte vivait avec 2 petites filles dont le sort reste inconnu. Claire se figea. C'était elle. Cela ne pouvait être qu'elle. Emma et Camille. Et si l'une d'elles était Léa, sa propre fille? Elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Tout prenait une tournure vertigineuse. Comment Élodie avait-elle pu disparaître ainsi, avec 2 enfants, sans que personne ne s'en inquiète davantage? Pourquoi personne ne l'avait contactée, elle, la plus proche amie autrefois? Elle se rappelait que, lors de la disparition de Léa, elle avait mentionné Élodie à la police, mais à l'époque, rien n'avait été jugé suspect. Élodie n'avait pas été localisée.
aucun lien direct n'avait été établi. Et maintenant, 4 ans plus tard, 2 fillettes sans famille apparaissèrent dans son service, et l'une d'elles connaissait par cœur une chanson que seule sa fille avait entendue. Claire sentait qu'elle avançait dans une forêt dense, où chaque pas soulevait une nouvelle branche de doute, mais aussi un espoir farouche. Elle retourna dans la chambre, le regard chargé d'une intensité nouvelle. Les filles dessinaient à nouveau, cette fois une silhouette féminine entre 2 enfants. Lorsqu'elle leur demanda qui c'était, Emma répondit simplement « Maman Élodie ». Claire retint ses larmes. Elle ne pouvait pas encore savoir avec certitude, mais au fond d'elle, un instinct profond, presque animal, lui disait qu'elle se rapprochait de la vérité. Un prénom oublié, un dessin, une chanson, des fragments d'un passé brisé qui lentement se recomposaient. Le ciel de Lyon s'était couvert de nuages bas, d'un gris uniforme, et le vent faisait danser les feuilles mortes dans les allées menant au bâtiment principal du CHU. Claire marchait d'un pas rapide, sans parler à personne, le regard fixé sur le sol, les pensées plus lourdes que jamais. Depuis sa découverte du décès d'Élodie à Grenoble 2 ans plus tôt, une obsession nouvelle s'était emparée d'elle. Les pièces s'emboîtaient, une à une, comme si une vérité longtemps ensevelie se reconstituait dans le silence, derrière les regards de 2 petites filles qu'elle ne pouvait plus regarder comme de simples patientes. Une seule chose manquait désormais, la preuve irréfutable, un lien concret, une indication claire que son intuition ne la trompait pas. Elle avait pris un jour de congé, une chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Son objectif était clair, retourner à Grenoble, fouiller dans ce qui restait du passé d'Élodie, rechercher la moindre trace administrative ou médicale concernant les jumelles. Elle savait que c'était risqué, qu'elle agissait à la frontière de ses droits, mais elle n'avait pas le choix. L'obsession ne la quitterait pas tant qu'elle n'aurait pas fouillé chaque recoin de cette histoire. La ville de Grenoble, nichée entre les montagnes, lui parut soudain plus sombre que dans ses souvenirs. Le quartier Teisser, où l'incendie avait eu lieu, portait encore les stigmates de la tragédie. L'immeuble avait été évacué, puis muré. Des tags recouvraient les volets en bois cloués sur les fenêtres. Claire se rendit à la mairie pour demander, sous prétexte de recherches sociales liées à une prise en charge hospitalière, l'autorisation de consulter certains dossiers liés à l'immeuble. Elle y découvrit une chose troublante. Élodie Bresson n'avait jamais été officiellement enregistrée comme résidente dans cet appartement. Elle y vivait de manière officieuse, probablement sous l'identité d'une ancienne locataire disparue. Les services sociaux avaient mentionné la présence de 2 enfants, mais aucun rapport n'en détaillait les identités. Tout avait été archivé trop vite, comme si l'histoire avait été expédiée et classée comme l'une de ces tragédies de marginalité que personne ne prend vraiment le temps de comprendre. Elle demanda à consulter les rapports des pompiers, où elle lut une note particulière, 2 lits d'enfants retrouvés dans la pièce principale, des jouets éparpillés, des vêtements de petite taille. Une voisine interrogée avait mentionné 2 fillettes qui jouaient souvent dans la cour, sans plus de précision. Il n'y avait donc aucun doute. Emma et Camille avaient bien vécu là. Restait à comprendre depuis quand, et surtout d'où elles venaient. Claire poursuivit ses recherches dans les archives hospitalières de Grenoble. Grâce à d'anciens contacts, elle obtint un accès restreint à certains dossiers d'admission. Elle scruta chaque nom, chaque dossier anonyme, chaque mention de mineurs isolés. Après des heures à plonger dans les registres numériques, un détail lui sauta aux yeux. Un cas remontant à un peu plus de 4 ans, répertorié comme « fillette retrouvée seule dans un parc municipal, sans papier, sans nom », âgée approximativement de 2 ans. L'enfant avait été brièvement admise pour hypothermie, puis confiée à une structure de transition. Aucune identification n'avait été possible, et elle avait disparu du système peu après son arrivée, emmenée par une femme non répertoriée. Le dossier, très mal renseigné, portait une annotation manuscrite. Femme jeune, cheveux châtains, répond au prénom d'Élodie, non confirmé. Claire sentit son cœur s'arrêter. Elle ne savait pas pourquoi elle n'avait jamais eu accès à cette information lors des recherches initiales pour retrouver Léa. Peut-être que le dossier avait été mal classé ou que les autorités avaient jugé la piste trop floue. Mais à présent, avec tout ce qu'elle savait, cette entrée devenait centrale. Une enfant perdue, dans un parc, à Grenoble, à la même période où Léa avait disparu, recueillie par une femme portant le prénom d'Élodie, puis disparue du système pour réapparaître 2 ans plus tard dans un immeuble incendié aux côtés de 2 fillettes. Claire ferma les yeux. Elle revoyait Léa, 2 ans, ses boucles brunes,
ses rires. Elle se rappelait la dernière fois où elle l'avait vu, jouant dans le petit jardin devant leur immeuble, avant de se tourner vers son téléphone quelques instants. Ce laps de temps minuscule, et tout avait basculé. Elle avait toujours cru à un enlèvement. Les recherches s'étaient orientées vers les inconnus, les réseaux, jamais vers une personne de son entourage, encore moins vers Élodie. Et pourtant, cela semblait maintenant la seule explication possible. Élodie avait trouvé Léa, et pour une raison encore obscure, n'avait pas tenté de la rendre. Avait-elle pensé qu'on ne la croirait pas? Avait-elle voulu la protéger? Ou bien avait-elle été emportée par une folie douce, une illusion de maternité partagée? Claire ne trouvait aucune justification valable. Elle ne comprenait pas le silence d'Élodie, ni sa fuite, ni sa décision de vivre en marge, cachée, avec 2 fillettes. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi personne ne l'avait reconnue, ni signalée. Mais elle comprenait une chose, avec une clarté déchirante. Une des jumelles, peut-être Emma, peut-être Camille, pouvait être Léa, sa propre fille. Elle retourna à Lyon en fin de journée, le cœur battant. Elle passa la nuit sans dormir, assise dans son salon, entourée de photos de Léa, de dessins anciens, de souvenirs entassés dans des boîtes en carton. Elle comparait les traits, les sourires, les regards. Rien n'était certain, mais tout l'était. Elle n'avait plus le moindre doute. Restait maintenant l'épreuve, le test, la science. Mais avant cela, elle prit une décision. Elle ne ferait aucune différence entre elles. Même si l'une seule était biologiquement sa fille, les deux avaient partagé la même souffrance, la même vie clandestine. Et les deux l'avaient accueillie avec confiance, douceur, sans se méfier. Elle leur devait tout. Elle savait que le chemin serait long, semé d'embûches, de bureaucratie, de douleur. Mais elle s'y engagerait sans fléchir, parce que, derrière le chaos, elle sentait que quelque chose renaissait enfin. Le jour se levait sur Lyon, colorant doucement les toits d'ocre et de gris, quand Claire Moreau, après une nuit blanche passée à comparer des souvenirs avec des faits trop longtemps éparpillés, prit une résolution irrévocable. Elle ne pouvait plus supporter le doute, ni tolérer que ses 2 petites filles, dont l'une avait peut-être été enlevée à sa propre vie, continuent de flotter sans ancrage ni reconnaissance dans le tumulte du monde. Le lien affectif qu'elle ressentait à leur égard, construit en quelques jours, mais enraciné dans quelque chose de bien plus profond, devenait plus fort que tout ce qu'elle avait pu éprouver depuis la disparition de Léa. Chaque geste d'Emma et Camille, chaque mot échappé, chaque regard prolongé, semblait ajouter une couche de certitude. Elle retourna au travail avec une énergie fiévreuse, différente de sa douceur habituelle. Ses collègues remarquèrent vite ce changement, mais n'osèrent pas questionner cette femme habituellement si calme, désormais habitée par une urgence presque physique. Elle prit le temps de revoir les dossiers médicaux des jumelles, à la recherche d'une autre information négligée, d'un détail oublié. Les analyses initiales, les antécédents médicaux rapportés, tout était flou, incomplet, fragmenté. Les dossiers mentionnaient simplement que les enfants avaient été retrouvés dans un état de santé fragile, sans signe de mauvais traitement physique grave, mais manifestement victimes d'un abandon prolongé. Les seuls éléments tangibles était leur âge estimé, 5 ans, et le prénom de leur mère présumée, Élodie, sans nom de famille associé. Ce prénom, à présent, battait dans l'esprit de Claire comme un tambour assourdissant. Élodie Bresson. Ce nom, longtemps enfoui dans un passé qu'elle avait tenté d'oublier, remontait à la surface avec une clarté douloureuse. Elle s'était connue à l'école d'infirmières à Grenoble. Élodie était vive, exubérante, mais aussi insaisissable. Claire avait été fascinée par son énergie, par son esprit de contradiction. Elles étaient devenues inséparables, partageant leurs joies, leurs chagrins, leurs aspirations. Et puis, petit à petit, Élodie avait changé. Elle avait commencé à tenir des propos étranges, à parler de méfiance envers les institutions, de volonté d'élever un enfant en dehors des normes, loin des règles, loin du système. À l'époque, Claire pensait qu'il ne s'agissait que d'un excès d'idéalisme. Mais après la disparition de Léa, Élodie avait complètement disparu, sans message, sans adieu. Et personne, pas même ses parents, n'avait su où elle était allée. Claire, alors envahie par la douleur de la perte, n'avait pas pensé à faire le lien. Ou plutôt, elle n'avait pas osé. Trop absurde, trop cruel. Mais aujourd'hui, tout devenait limpide. Elle décida de contacter un ancien ami, Marc Delamotte,
journaliste local à Grenoble, avec qui elle avait perdu contact depuis des années. Il travaillait à l'époque dans les pages Société du Dauphiné libéré et s'était intéressé à de nombreuses affaires d'enfants perdus ou de familles disparues. Elle l'appela en milieu d'après-midi. Sa voix, un peu plus grave qu'autrefois, trahit une certaine surprise, mais aussi une curiosité intacte. Claire lui expliqua en quelques phrases les grandes lignes de ce qu'elle cherchait, des informations sur Élodie Bresson, sa mort, et surtout ce qui avait été dit sur les enfants présents dans l'appartement incendié. Marc lui promit de consulter ses archives personnelles et de la rappeler. 1 heure plus tard, il était déjà devant le portail du CHU, un dossier à la main. Ils s'installèrent dans la petite cafétéria au fond du hall d'accueil, près des grandes baies vitrées qui donnaient sur le jardin central. Marc sortit un vieux classeur, rempli de coupures, de notes manuscrites, de photos d'articles non publiés. Il se souvenait bien de l'incendie, un sinistre en apparence banal, mais où plusieurs détails avaient éveillé sa méfiance. Il n'avait jamais publié ses doutes, faute de preuves concrètes, mais il lui confia ce qu'il savait. Les pompiers avaient retrouvé dans l'appartement 2 lits d'enfants, plusieurs jouets, des vêtements soigneusement rangés. La voisine interrogée avait affirmé avoir vu une femme avec 2 petites filles, mais ne savait rien de plus. Personne ne savait d'où elle venait. Les pompiers n'avaient retrouvé qu'un corps dans les décombres, celui d'une femme jeune, probablement la mère. Les enfants avaient été vus la veille de l'incendie, mais jamais retrouvés ensuite. Officiellement, l'enquête avait conclu à une disparition et la trace des fillettes s'était effacée. Claire, en entendant ces mots, sentit une montée d'adrénaline. Les pièces se reliaient avec une fluidité presque effrayante. Elle raconta alors à Marc l'essentiel, son travail au CHU, l'arrivée récente de 2 jumelles, la chanson, le prénom, les regards, les gestes. Marc resta silencieux un moment. Puis, d'une voix posée, il lui dit qu'il connaissait un ancien agent des services sociaux de Grenoble, aujourd'hui retraité, qui pourrait l'aider à retrouver un vieux dossier de placement. Ils appelèrent ensemble. L'homme, Jean-Luc Ravel, se montra prudent mais accepta de vérifier ses notes. Le lendemain, Claire reçut un appel de Marc. Jean-Luc avait retrouvé un dossier partiel, conservé chez lui par habitude. Il y était question d'un signalement de fillette retrouvée seule dans un parc sans identité. L'enfant avait été placé quelques jours en accueil temporaire avant de disparaître, retiré par une femme se présentant comme une tante, sans vérification complète des papiers. Le nom d'Élodie était mentionné à la main, sans plus. Le dossier, classé ensuite sans suite, avait été perdu dans les archives. Claire, à cet instant, sut que ce n'était plus une simple hypothèse, c'était une trajectoire. Une trajectoire illégale, bancale, mais humaine. Élodie avait recueilli Léa, peut-être dans un élan sincère, peut-être par peur de la perdre aux autorités. Elle l'avait élevée comme sa fille, lui avait donné une sœur, avait disparu dans les marges. Puis l'accident, l'incendie, et les filles, seules, perdues à nouveau, jusqu'à ce qu'elles arrivent entre ses mains, par ce hasard cruel et miraculeux. Il restait une chose à faire, une seule, le test. Celui qui dirait sans émotion, sans mémoire, sans chant. Cet enfant est-elle ta fille? Mais Claire savait, au fond d'elle, que même si la science disait non, rien ne serait plus jamais pareil, parce qu'elle les avait reconnus, parce qu'elle l'avait reconnu, parce qu'un nom du passé venait de refaire surface pour l'emmener peut-être vers la vérité qu'elle cherchait depuis si longtemps. Claire quitta la cafétéria du CHU en tenant contre elle le dossier de notes que Marc lui avait confié. Le vent de fin d'après-midi fouettait doucement son visage, mais elle n'y prêtait aucune attention. Son esprit était absorbé par une seule idée, combler les silences laissés dans le sillage d'Élodie. Ce qu'elle avait appris ne faisait qu'épaissir le mystère. Un corps retrouvé dans un appartement incendié, 2 enfants disparus, un prénom griffonné dans un dossier négligé. Il y avait trop d'ombre pour qu'elle puisse rester les bras croisés. Elle sentait au fond d'elle que les réponses se cachaient dans les interstices, dans ces zones floues entre les rapports officiels et les vérités non dites. De retour à son appartement, elle étala tout sur la table de la cuisine. Photos anciennes, coupures de presse, annotations personnelles. Chaque pièce semblait incongrue prise isolément, mais ensemble, elles tissaient une toile qui menait inéluctablement à une vérité encore tue. Elle ouvrit son ordinateur portable, déterminée à chercher dans des bases publiques, des registres d'état civil, des forums de recherche d'enfants et même des blogs de familles adoptives.
Elle passa des heures à croiser les dates, les signalements, les descriptions physiques. Et soudain, au détour d'un site gouvernemental rarement consulté, elle trouva un détail qui la fit se redresser brusquement. Une entrée, classée dans les dossiers de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère, mentionnait une procédure close 2 ans auparavant concernant une adoption informelle. L'enfant, une petite fille de 2 ans retrouvée dans un parc à Grenoble, avait été confiée temporairement à une femme dont l'identité n'avait jamais été formellement vérifiée. La description correspondait. Aucune suite judiciaire n'avait été engagée, car l'enfant avait disparu avant même que le juge ne statue. L'administration avait classé l'affaire comme une erreur de traitement, sans suivi. Claire sentit une vague de révolte monter en elle. Comment un enfant pouvait-il disparaître de la vigilance des services sociaux sans que personne ne bouge? Elle imprima le document, le relut plusieurs fois. Elle savait désormais qu'Élodie avait pris Léa sans autorisation, mais aussi sans violence. La question restait entière. Pourquoi n'avait-elle jamais tenté de contacter Claire? Était-ce par peur, par culpabilité? Ou bien croyait-elle, d'une façon tordue, faire ce qu'il y avait de mieux? Le lendemain, Claire décida de confronter les services sociaux. Elle se rendit au centre de protection de l'enfance du 3e arrondissement, munie des documents imprimés. Elle demanda à parler à un responsable. Après une attente interminable, ponctuée de regards méfiants, un homme d'une 50aine d'années la reçut. Elle lui expliqua, sans entrer dans les détails les plus intimes, qu'elle croyait avoir retrouvé sa fille disparue et que les dossiers négligés de l'époque pourraient contenir la clé. L'homme, d'abord sceptique, se radoucit en voyant les papiers qu'elle avait réunis. Il consulta rapidement sa base de données internes, puis haussa les sourcils. Un dossier effectivement introuvable, mentionné dans les archives, mais absent du système principal. Une disparition administrative, comme il en existait parfois, trop souvent. Il promit d'ouvrir une enquête interne. Claire savait que ce genre de promesses restait souvent sans lendemain, alors elle demanda l'autorisation d'accéder à l'un des anciens assistants sociaux mentionnés dans le rapport. Une femme nommée Béatrice Lemoine. Il accepta à contre-cœur et lui fournit un contact. Claire appela Béatrice dès sa sortie du centre. La voix au téléphone, lasse mais aimable, se souvint très bien de l'affaire. Elle raconta que l'enfant retrouvé dans le parc n'avait cessé de pleurer sans pouvoir dire son prénom, et que la femme venue la chercher s'était présentée comme une parente, avec un aplomb tel que personne n'avait osé la remettre en question. Le système déjà saturé n'avait pas vérifié. Quelques jours plus tard, elles avaient toutes disparu. Personne n'avait cherché à savoir. La confirmation laissa Claire à la fois bouleversée et déterminée. Elle savait maintenant que Léa avait été récupérée, soustraite à son monde par quelqu'un qu'elle avait aimé, par une femme troublée, mais peut-être sincèrement persuadée de la sauver. Ce qui restait incertain, c'était de savoir si Emma ou Camille était cet enfant disparu. Elle décida de reprendre le travail dès le lendemain, incapable de rester loin des filles plus longtemps. Dès qu'elle entra dans la chambre d'hôpital, elle les vit lui sourire. Elles coururent vers elle comme si elle n'était jamais partie. Et dans leurs bras, elle sentit quelque chose d'inébranlable, une reconnaissance, une tendresse qui ne pouvait pas être feinte. Emma lui tendit un dessin qu'elle avait fait durant son absence. On y voyait une grande femme, les bras ouverts, entourée de 2 fillettes. Au-dessus de leur tête, un ciel plein d'étoiles et un croissant de lune. Claire demanda qui c'était. Emma répondit simplement « Toi ». Puis Camille ajouta dans un souffle « On t'attendait ». Ces mots la frappèrent comme une promesse. Elle sut à cet instant qu'elle irait jusqu'au bout. Elle n'attendrait plus que les institutions décident pour elle. Il était temps de poser les vraies questions, de chercher la vérité avec des preuves irréfutables. Ce serait douloureux, ce serait long, mais elle n'avait plus peur. Les lignes entre les souvenirs et les dossiers commençaient enfin à se rejoindre. Et entre ces lignes, Claire sentait battre à nouveau le cœur d'une mère. Le matin s'annonçait clair, presque printanier, malgré les températures encore fraîches du début de mars. Lyon se réveillait lentement, et l'aube s'étirait sur les façades haussmanniennes. Claire Moreau descendait silencieusement les escaliers du CHU, tenant dans sa main un dossier fermé avec soin. C'était une enveloppe scellée, contenant les autorisations nécessaires pour initier une procédure que, jusque-là, elle n'avait jamais eu le courage de demander. Un test de comparaison génétique. Une analyse ADN pour établir si, oui ou non, l'une des jumelles hospitalisées dans son service était sa fille disparue. Elle avait attendu, hésité, craint les implications de cette vérité.
Elle savait que les réponses qu'elle obtiendrait bouleverseraient sa vie, peu importe le résultat. Les jours précédents avaient été un tourbillon de décisions silencieuses. Après ses recherches, les confirmations orales, les souvenirs déclenchés par les mots et les gestes des filles, Claire avait rassemblé suffisamment d'indices pour que l'idée d'un test ne soit plus une question de curiosité, mais de nécessité. Elle ne pouvait pas vivre dans l'incertitude. Elle avait contacté le docteur Olivier Perret, chef du service de pédiatrie, un homme réservé mais profondément humain, à qui elle avait, depuis des années, confié ses doutes, ses douleurs, ses silences. La rencontre avec le médecin avait eu lieu dans son bureau, en fin de journée, quand le service s'apaisait et que les couloirs se vidaient, peu à peu. Claire était entrée, droite, presque raide, les traits tirés par des nuits sans sommeil. Olivier l'avait regardée longuement, puis, comme s'il avait senti la gravité du moment, avait refermé son ordinateur et posé ses lunettes sur le bureau. « Dites-moi, Claire. » Elle avait inspiré profondément, les mains posées sur ses genoux. Sa voix avait tremblé, mais elle avait parlé sans détour. Elle lui avait raconté toute l'histoire, la disparition de Léa, la réapparition des jumelles, les indices croisés, le prénom Élodie, les documents retrouvés, les paroles des enfants, la berceuse, les dessins, les regards. Olivier ne l'avait pas interrompu. Il avait simplement hoché la tête à plusieurs reprises, fronçant les sourcils aux moments les plus troublants. Quand elle eut terminé, un long silence s'était installé dans le bureau. Puis il avait dit « Vous avez besoin d'une confirmation. »« Oui », avait-elle répondu. « Je dois savoir. » Il n'avait pas contesté. Il n'avait pas tenté de rationaliser. Il connaissait Claire depuis assez longtemps pour sentir que cette demande n'était pas impulsive. Il l'avait regardée avec une douceur infinie, puis avait pris son téléphone et lancé les démarches nécessaires. Il fallait, pour ce type de procédure, une autorisation parentale ou judiciaire. Mais dans le cas des enfants sans tuteur légal établi, l'hôpital, sous certaines conditions, pouvait demander un test dans l'intérêt de l'enfant. Claire, bien que personnellement concernée, restait officiellement en dehors du processus. Le test serait demandé, géré et traité par Olivier. Les échantillons furent prélevés dès le lendemain de manière discrète. Les enfants ne comprirent pas vraiment ce qui se passait. On leur présenta cela comme un contrôle de routine. Claire, pendant ce temps, poursuivait ses gardes comme si de rien n'était. Mais chaque minute passée auprès des filles la rapprochait de l'abîme de l'attente. Elle les observait avec une intensité nouvelle. Elle notait les expressions, les inflexions de voix, les tics nerveux. Elle écoutait leurs rêves, leurs peurs, leurs petites joies. Elle apprenait qu'Emma aimait dessiner des maisons avec des toits ronds, que Camille avait peur du noir, mais pas du tonnerre. Elle découvrait qu'elle connaissait certaines comptines, que seule Léa avait entendues, qu'elles aimaient les mêmes histoires, qu'elle posait parfois la tête contre son épaule d'un geste si familier qu'elle en avait le souffle coupé. Chaque soir, elle quittait l'hôpital avec un nœud au ventre, redoutant le moment où la vérité viendrait frapper à sa porte. Les jours passaient. L'analyse avait été envoyée à un laboratoire spécialisé en génétique à Paris. Le délai annoncé était d'environ 8 jours. Claire comptait les heures. Elle oscillait entre une excitation fiévreuse et une terreur paralysante. Et si ce n'était pas Léa? Et si elle s'était trompée? Que ferait-elle de l'affection qu'elle avait déjà investie dans ses enfants? Et si c'était elle? Comment reconstruirait-elle une relation avec une enfant qui ne la reconnaissait pas, qui avait vécu sous un autre nom, avec une autre mère, dans un monde où Claire n'existait plus? Olivier, fidèle à sa parole, ne lui donnait aucune information avant l'arrivée officielle des résultats. Il savait que la moindre indication prématurée pouvait être destructrice. Claire l'en remerciait intérieurement. Elle s'obligeait à continuer, à fonctionner, à soigner les autres enfants, à organiser les rotations, à consoler les parents, mais derrière chaque sourire, chaque geste professionnel, se dissimulait une tension de plus en plus insoutenable. Une nuit, alors qu'elle veillait Emma endormie, la fillette se mit à murmurer dans son sommeil. Claire s'approcha doucement, croyant à un cauchemar. Mais les mots n'étaient pas ceux de la peur. Ils étaient tendres, confus, mêlés à la mélodie de leur chanson. Emma, les yeux encore clos, murmura « Maman ». La lune chante encore. Claire sentit ses jambes faiblir. Elle se laissa glisser sur le sol près du lit, les yeux brillants. Ce n'était peut-être qu'un rêve d'enfant. Mais pour elle, c'était une déclaration. Quelques jours plus tard, Olivier entra dans la salle de pause, tenant une enveloppe blanche. Son regard croisa celui de Claire, et un silence pesant s'installa. Il s'approcha,
tendit l'enveloppe sans un mot. Claire la prit, le cœur battant à tout rompre. Elle s'assit lentement, ses doigts tremblants déchirèrent le papier. Le document était court, froid, clinique. Mais la conclusion était claire, nette, irrévocable. L'enfant désigné sous le prénom Emma correspondait génétiquement à la filiation maternelle de Claire Moreau. Elle relut la phrase plusieurs fois. Puis elle posa la feuille sur ses genoux, les mains jointes sur sa bouche. Aucune larme ne coula tout de suite. Le choc était trop profond. Elle avait retrouvé sa fille. Après 4 années de silence, d'incertitude, de douleur muette, elle tenait enfin la vérité entre ses doigts. Mais la joie fut immédiatement suivie d'une crainte immense. Comment lui dire? Comment lui faire comprendre? Et surtout, comment ne pas trahir Camille, qui partageait chaque instant de vie avec elle? Claire savait désormais que sa vie entière allait basculer, mais elle jura silencieusement qu'elle ne ferait jamais de différence. Elle avait perdu une fille et retrouvé 2 enfants. Aucune vérité biologique ne lui enlèverait cela. Le document reposait sur la table, comme une vérité figée dans l'encre noire sur papier blanc. Claire le relisait pour la 5e fois, incapable de détacher son regard de ces lignes simples mais lourdes de conséquences. Elle l'avait espéré, redouté, imaginé 1000 fois dans ses pensées les plus profondes, mais la voir là, tangible, irréfutable, provoquait en elle un vertige qu'aucun mot ne pouvait contenir. Emma était Léa, sa fille, son enfant. L'enfant perdu depuis plus de 4 ans, disparu dans un tourbillon d'angoisse et d'incompréhension, désormais réapparu dans les murs même où elle soignait sans qu'elle ait pu le prévoir. Elle se leva lentement, la gorge nouée, le cœur trop plein. Ce n'était pas encore le moment de parler ni de bouleverser le quotidien des petites. Camille dormait paisiblement, et Emma, ignorant tout de la révélation, dessinait calmement à la table, insouciante, comme une enfant de son âge devrait toujours pouvoir l'être. Claire sortit de la chambre en silence, serra le document contre sa poitrine et s'éloigna vers l'extérieur. Elle avait besoin d'air, de lumière, d'un espace où déposer le tumulte intérieur. Dans la cour arrière du CHU, près d'un banc de pierre bordé de buissons, elle s'assit sans dire un mot. Le vent froid caressait son visage. Ses mains tremblaient encore. Elle repensa à tout ce que cela impliquait, les démarches à engager, les barrières administratives, les résistances des institutions. Il ne suffisait pas d'un test pour effacer 4 années d'errance, ni pour réécrire le passé. Emma était sa fille, mais juridiquement elle n'était encore rien. Il fallait prouver, expliquer, convaincre. Et surtout, il fallait comprendre. Comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Comment Élodie avait-elle trouvé Léa? Pourquoi avait-elle agi ainsi? L'aimait-elle comme sa propre fille? L'avait-elle protégée ou volée? C'est en revenant dans sa chambre qu'elle prit une décision décisive. Elle irait à Grenoble une dernière fois. Il restait trop de zones d'ombre, trop de pièces manquantes. Il lui fallait une clé, un éclaircissement, un geste laissé derrière. Quelque chose d'Élodie. Elle contacta Marc à nouveau, lui demanda s'il était possible d'accéder à l'ancien appartement où avait vécu son ami. Marc, toujours volontaire, parvint à obtenir une autorisation exceptionnelle de la mairie qui avait conservé les lieux sous scellés pour des raisons administratives. Le bâtiment devait être rasé sous peu, mais pour l'instant, il tenait encore debout. 2 jours plus tard, Claire entra dans l'appartement calciné, accompagnée de Marc et d'un employé municipal chargé de la sécurité. L'odeur de cendres flottait encore dans l'air, mêlée à l'humidité des murs laissés à l'abandon. Le salon était méconnaissable. Les jouets avaient fondu. Les meubles n'étaient plus que carcasses noircies. Pourtant, elle avançait lentement, les yeux fouillant chaque recoin, chaque fissure, chaque recoin du sol. Dans ce qui avait été une chambre d'enfant, elle trouva sous une planche mal fixée un objet protégé dans un sac en plastique. Un carnet. Un vieux carnet de cuir, abîmé par le temps, mais intact. Claire le prit, le serra contre elle, sentit une chaleur étrange l'envahir. Elle savait ce que c'était. Elle n'avait pas besoin d'ouvrir pour le deviner. Un journal, celui d'Élodie. Elle attendit d'être seule pour l'ouvrir. De retour chez elle, elle s'assit au bord du lit, alluma une petite lampe et commença à lire. Les premières pages dataient de l'année où Léa avait disparu. Élodie y parlait de solitude, de douleur, de rejet du monde. Puis venait une page tremblée, presque illisible, où elle écrivait « Je l'ai trouvée. Elle était seule, si petite. Elle pleurait. J'ai attendu, j'ai cherché autour. Personne, rien.
J'ai appelé une fois, j'ai attendu encore, et puis j'ai décidé. Je ne pouvais pas la laisser là. Elle m'a regardé comme si elle me reconnaissait. J'ai compris que c'était ma chance ou son salut, peut-être les deux. Claire sentit une douleur sourde envahir sa poitrine. Elle poursuivit. Élodie décrivait les jours suivants, les tentatives d'anonymat, la peur d'être arrêtée, le sentiment d'être mère malgré l'illégalité de l'acte, et surtout, l'amour. Un amour débordant, confus, possessif, mais réel. Elle parlait de Léa comme d'un miracle. Elle la renommait Emma, disait vouloir lui offrir une nouvelle vie, loin des erreurs du monde. Puis venèrent les pages sur Camille, une autre enfant trouvée, dans des circonstances similaires, mais distinctes. Une compagne de route pour Léa. Un duo fusionnel né dans les marges. Élodie les élevait comme des sœurs, inventant une famille dans l'ombre. Et enfin, les dernières pages. L'incendie, la peur, la maladie, l'affaiblissement, la conscience de sa fin et une confession. Si un jour quelqu'un lit ceci, qu'elle me pardonne. Je l'ai aimée, je les ai aimés. Mais je n'étais pas faite pour les protéger à jamais. Je prie pour qu'elle retrouve sa vraie mère, qu'elle comprenne que je n'ai pas volé, seulement aimé, à ma façon. Trop mal peut-être, mais sincèrement. Claire referma le carnet en silence. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Elle n'avait plus de colère, plus de haine, seulement de la tristesse et un profond soulagement. Elle comprenait enfin. Élodie n'avait pas agi par cruauté. Elle avait été désespérée, brisée, mais pas malveillante. Et elle avait aimé, comme une mère aime, même quand elle se trompe. Avec ce journal, Claire avait désormais plus qu'un test. Elle avait une histoire complète. Une preuve d'amour, de douleur, de réparation. Elle retournerait au CHU, remettrait les documents à Olivier, demanderait l'ouverture d'un dossier de régularisation. Elle se battrait. Pour Emma, pour Camille, pour que la vérité leur soit rendue, et pour que leur futur commence enfin sur des fondations solides. L'aube perçante de Lyon semblait plus claire que d'ordinaire lorsque Claire revint au service pédiatrique, l'enveloppe présentant les résultats ADN encore en main. Chaque pas résonnait dans ses pensées, chacune d'elles prête à heurter la barrière de la réalité. Elle était à un carrefour. D'un côté, le diagnostic médical, froid et clinique. De l'autre, la vie émotionnelle, complexe et vraie. Les regards des collègues la croisaient sans émotion apparente, mais elle savait que certains la soupçonnaient. Elle sourit, polie mais distancée, et entra dans la chambre où Emma et Camille jouaient avec des figurines. Les deux jumelles levèrent la tête, écartèrent les bras, et la troisième en 5 ans, elle sentit renaître. Elle s'assit doucement sur le bord du lit, l'enveloppe glissée dans sa poche intérieure. Elle engagea doucement la conversation, racontant leurs journées imaginaires au bord de la mer, leurs projets de coloriage, leurs histoires de princesses courageuses et de chevaux blancs. Les enfants l'écoutaient, captivés, comme si elle était leur conteuse naturelle. Il fallait trouver un moment propice. Elle fit glisser un meuble pour s'isoler, ferma la porte à demi et prit la grande inspiration qu'elle retardait depuis des jours. Elle posa la main sur l'épaule d'Emma, cherchant du regard un ancrage, un indicateur. L'enfant la regarda avec une intensité étonnante. Claire sortit l'enveloppe, l'ouvrit et sortit la feuille. Les mots semblaient danser devant ses yeux. « Emma », commença-t-elle d'une voix douce, « cette feuille dit que tu es ma fille, ma petite Léa. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, un mélange d'incompréhension et de lumière dans le regard. Camille, à côté, l'observait silencieuse, sans comprendre. L'air semblait vibrer autour d'elle. « Léa ?» répéta doucement Emma. « Oui, ma chérie. Léa, c'est ton nom de naissance. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment, » murmura Claire. « Tu avais 2 ans quand tu as disparu. Je t'ai cherché. Je t'ai cherché partout, chaque jour, chaque heure. » Les enfants échangèrent un regard hésitant. Emma prit la main de Camille. Toutes deux se rapprochèrent de Claire. Elle les serra toutes deux contre elle. La chambre sembla se remplir d'un murmure sacré. Un secret murmuré depuis une décennie, enfin exposé au grand jour. L'émotion la submergea. Un flot de larmes silencieuses coula sur ses joues. Elle ne pleura pas à voix haute. Elle pleura la douleur des années perdues, la peur, l'espoir, la joie, la confusion. Les filles restèrent immobiles, serrées dans ses bras. Elles avaient besoin de temps, et c'était exactement ce qu'elle était prête à leur donner.
Quand l'instant sembla suspendu, Claire respira. Elle sécha ses larmes, releva la tête et leur parla doucement. « J'aimerais que nous allions voir un juge, ensemble, pour que tu, Léa, puisses porter officiellement ton nom, pour que Camille puisse rester à mes côtés aussi. Les deux. D'accord ?» Emma, silencieuse depuis toute la scène, hocha la tête. Camille la suivit. L'instant était fragile, mais significatif. Claire sentit que le fondement de leur famille naissait à cet instant. Elle sourit timidement, mais sincèrement. Ce sourire était plus fort que tout. Elle retourna dans le bureau du docteur Olivier, l'enveloppe serrée contre son cœur. Il leva les yeux, comprit sans mots. Elle lui présenta la feuille. Il hocha la tête avec douceur. « Félicitations, Claire. Vous avez une famille à reconstruire, et nous allons vous y aider tous ensemble. » Le soir venu, Claire rentra chez elle avec Léa endormie dans les bras. Camille tout contre elle, la main posée sur son bras. La rue était calme, l'air doux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit à la fois brisée et complète. La douleur était toujours là, mais moins lourde. Elle s'endormit avec ses filles au creux d'elle, sans sommeil, sans silence, pour veiller sur elles. Le lendemain matin, elle les détacha de son lit de façon délicate. Elle laissa filtrer des bribes de normalité. Petit déjeuner, brossage de dents, jeux et rires incomplets, mais vrais. Le CHU avait lancé les démarches pour la reconnaissance officielle de la filiation et la protection temporaire des jumelles, encore en attente de jugement. Claire s'y rendit avec fierté, enlacée de Léa et de Camille. Ensemble. Le soleil de ce printemps naissant illuminait la façade du tribunal. Elles entrèrent dans le bâtiment, leurs mains serrées contre les siennes. Les procédures allaient être longues, mais elles étaient ensemble. Dans le tribunal, les enfants s'arrêtèrent à chaque regard, chaque tableau, chaque murmure. Claire leur expliqua doucement que bientôt, la loi dirait que Léa était officiellement sa fille, que Camille serait reconnue officiellement comme sa fille aussi. Elles ne comprirent pas tout, mais elles sentèrent la solennité du lieu. Un juge, homme d'âge mûr, les regarda avec attention. Écouta le dossier, le test ADN, le journal d'Élodie, les rapports de bonne conduite de Claire, l'attachement des filles, le lien. Il acquiesça. Il expliqua que la loi allait être dite dans quelques semaines, que l'intérêt des enfants était prioritaire, que les preuves étaient solides, qu'il félicitait leur démarche et qu'elles pouvaient rentrer chez elles, ensemble. Dehors, le soleil était haut. Claire prit les jumelles dans ses bras, pressa leurs petites épaules comme on tient une promesse silencieuse. Léa leva les yeux vers elle. « Merci, maman », murmura-t-elle. C'était tout. Une phrase simple, et pourtant l'écho de 4 années d'attente. Camille se joignit timidement. « Merci, maman aussi ». Le cœur de Claire explosa d'émotion, comme si chaque fibre retrouvait sa raison de vivre. Pour la première fois depuis 4 ans, elle se sentait entière. Le chemin serait encore long, jalonné d'étapes médicales, psychologiques, juridiques, mais elle avait retrouvé ce qu'elle croyait perdu à jamais. Et elle en avait retrouvé 2. Ce soir-là, chez elle, les jumelles s'endormirent, serrées l'une contre l'autre, sur le canapé. Claire les regarda, caressa leurs cheveux, songea au passé, à Élodie, à sa mère disparue. Puis, elle leur chuchota la berceuse. Et, comme si elles avaient attendu ce moment toute leur vie, elles hésitèrent, puis l'imitèrent. D'une voix douce, unisson parfaite, la berceuse résonna dans le petit salon, effaçant les ombres, scellant la promesse d'un avenir qu'elles construiraient ensemble. Les jours qui suivirent en la découverte de la vérité furent parmi les plus intenses et les plus délicats de toute la vie de Claire Moreau. Elle n'était plus seulement infirmière ou femme meurtrie par une perte ancienne. Elle devenait à nouveau mère, mais d'une manière qui exigeait une patience inédite, une tendresse constante et un sens de la responsabilité qui dépassait tout ce qu'elle avait connu jusque-là. La réalité s'imposait désormais avec une clarté bouleversante. Léa, devenue Emma, était sa fille biologique, mais cela ne suffisait pas. Elle devait maintenant gagner ou regagner son cœur. Et Camille, l'enfant qui partageait tout avec elle, n'était pas né de son sang, mais d'un amour et d'un lien tout aussi puissants. Les premières démarches judiciaires furent lancées presque immédiatement. Avec l'appui du docteur Olivier et de l'administration hospitalière, Claire prépara un dossier complet destiné au juge des affaires familiales. Elle y joignit le test ADN, les notes du service pédiatrique, le journal retrouvé d'Élodie,
ainsi que les comptes rendus des consultations psychologiques entamées pour les deux filles. Le but n'était pas seulement de retrouver une filiation, mais de construire une nouvelle cellule familiale solide, en intégrant les deux enfants dans un cadre légal et affectif sain. La procédure, cependant, n'était pas sans obstacle. Les services sociaux, bien que touchés par l'histoire, demeuraient prudents. Ils avaient le devoir d'évaluer la stabilité émotionnelle de Claire, sa capacité à prendre soin de deux enfants qui avaient traversé des traumatismes importants, et surtout, à ne pas faire de distinction entre la fille qu'elle retrouvait et celle qu'elle accueillait. Claire acceptait ces étapes avec calme, consciente que la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Chaque jour, elle accompagnait les filles à leur rendez-vous thérapeutique. Les psychologues spécialisés dans les enfants placés expliquaient que les liens affectifs étaient déjà fortement ancrés, que les deux sœurs fonctionnaient comme une entité indissociable et qu'une séparation serait destructrice. Cette conclusion renforçait la demande d'adoption de Camille. Claire ne voulait pas la perdre. Elle ne pouvait pas l'imaginer ailleurs. Elle était, par choix, aussi sa fille. Et l'amour, en cela, ne faisait pas de distinction. Dans l'intimité de leur nouvel appartement, les journées suivaient un rythme simple. Les matinées commençaient par des petits déjeuners partagés, souvent accompagnés de musique douce. Claire s'efforçait de maintenir une ambiance apaisante. Les filles se levaient parfois avec des cauchemars, des souvenirs flous ou des silences. Mais elles trouvaient toujours dans les bras de Claire une écoute, une constance rassurante. Peu à peu, les peurs s'effaçaient. Léa recommençait à l'appeler maman sans hésitation. Camille, un peu plus réservée, observait puis imitait. Un jour, alors qu'elle jouait à un jeu de société, Camille regarda Claire longuement, puis demanda « Si je ne suis pas née de toi, je peux quand même être ta fille ?» Claire posa les cartes sur la table. Elle se pencha, lui prit les mains et répondit avec une lenteur volontaire « Tu es ma fille, parce que je t'aime, pas parce que je t'ai portée. Léa et toi êtes mes enfants. » Les deux. Camille resta silencieuse, puis hocha la tête et sourit timidement. Ce fut un moment charnière. Le lien invisible se renforçait. L'enfant s'autorisait à croire qu'elle n'allait pas être abandonnée, qu'elle ne serait pas la deuxième, l'annexe. Elle serait autant la fille de Claire que Léa l'était devenue à sa naissance. Les semaines passèrent, rythmées par les rendez-vous au tribunal, les visites des assistantes sociales, les entretiens avec les psychologues. Claire se montrait constante, disponible, aimante. Son entourage, autrefois discret sur sa douleur, se mobilisa. Les collègues de l'hôpital lui proposèrent des journées libres pour faciliter les démarches. Les voisins s'organisèrent pour aider à garder les filles en cas de rendez-vous urgents. Une communauté se formait autour de cette nouvelle famille, étonnée et touchée par la renaissance silencieuse de cette femme qui, autrefois, ne parlait plus qu'en gestes. Mais tout n'était pas simple. Certains jours, Léa se repliait, confuse entre deux identités. Emma, nom qu'elle portait depuis 4 ans, résistait parfois à l'idée de redevenir Léa. Elle exprimait sa peur d'oublier Élodie, sa première maman, comme elle l'appelait encore parfois. Claire ne la corrigeait pas. Au contraire, elle parlait d'Élodie avec respect, en insistant sur le fait qu'elle l'avait protégée, aimée et qu'elle aurait voulu ce qu'il y avait de mieux pour elle. Un jour, elle montra même aux filles une photo d'elle et d'Élodie à l'époque de leurs 20 ans. Elles virent 2 jeunes femmes rieuses, pleines de vie, et Léa dit « Elle souriait comme toi ». Claire lui répondit « C'est parce qu'on s'aimait comme des sœurs ». Ce fut un autre pas vers la paix. Accepter le passé sans le rejeter, sans imposer une mémoire unique, permettait à Léa et Camille de se construire sans renier ce qu'elles avaient vécu. Claire ne cherchait pas à remplacer, mais à compléter. Elle devenait une nouvelle racine, un nouvel ancrage. À l'hôpital, les enfants du service commençaient à reconnaître les jumelles. Elles accompagnaient parfois Claire durant ses demi-journées de travail, dessinant dans un coin, saluant les petits patients, distribuant des peluches. Elles étaient devenues les ambassadrices involontaires d'une guérison plus grande que celle du corps, celle du lien humain. Et Claire, que l'on croyait à jamais blessée, se révélait plus forte que jamais. Le jour où le juge annonça officiellement l'ouverture de la procédure d'adoption, Claire sentit un poids immense se détacher de ses épaules. Ce n'était pas encore l'étape finale, mais c'était la reconnaissance officielle d'un projet de vie. Le magistrat souligna dans son rapport que les enfants avaient trouvé une stabilité affective exemplaire, que la candidate à l'adoption montrait des qualités parentales exceptionnelles et que la fratrie ne devait en aucun cas être dissociée.
Claire remercia sans éclat, la voix douce mais ferme. Elle avait appris à contenir l'émotion pour préserver l'équilibre des filles. Mais en sortant, dans l'escalier du tribunal, Léa glissa sa main dans la sienne et Camille fit de même de l'autre côté. Elles marchèrent ainsi unies, vers la lumière du jour comme une promesse incarnée. Rien ne serait plus comme avant. Et c'était tant mieux. Le printemps s'était pleinement installé à Lyon, et dans l'appartement de Claire Moreau, les fenêtres restaient souvent ouvertes, laissant entrer les parfums des arbres en fleurs et les bruits discrets de la ville qui recommençait à respirer. C'était une période de transition douce, faite de petits rituels, d'habitudes qui s'enracinaient et de silences pleins de sens. Claire, Léa et Camille formaient désormais une famille, même si le droit n'avait pas encore inscrit cela sur un papier officiel. Le juge avait autorisé la cohabitation permanente et le dossier d'adoption était en cours, bien engagé. Il ne manquait que les derniers avis, quelques signatures. Mais dans le cœur de Claire, rien ne restait à confirmer. Elles étaient ses filles. C'était une certitude aussi profonde que le chagrin qu'elle avait porté, et bien plus lumineuse. Les matinées commençaient toujours avec le même rituel. Claire se levait tôt, préparait le petit déjeuner pendant que les filles sortaient lentement de leurs rêves. Elles descendaient l'une après l'autre, les cheveux en bataille, les yeux encore pleins de sommeil. Claire leur chantait souvent quelques notes de leur berceuse commune, un simple fredonnement qui suffisait à leur faire esquisser un sourire. Il y avait dans ce geste une continuité, comme une ligne invisible entre le passé et le présent, entre ce qu'elles avaient été, ce qu'elles avaient perdu et ce qu'elles construisaient désormais. Léa, bien qu'ayant officiellement repris son prénom d'origine, continuait parfois à se présenter comme Emma dans les nouveaux environnements. Elle oscillait entre les deux identités, sans que Claire ne l'y contraigne. Le choix du nom était laissé à l'enfant. Un jour, alors qu'elles étaient toutes les trois assises dans le salon, Léa lui avait dit très sérieusement « Maman, je veux rester Emma aussi, parce qu'Élodie m'aimait sous ce nom. Mais Léa, c'est toi qui l'as choisi. Alors je peux être les deux, non ?» Claire l'avait regardée longuement, touchée jusqu'au fond du cœur. Elle lui avait répondu d'une voix calme « Tu peux être les deux. Tu peux être tout ce que tu veux tant que tu sais que tu es aimée. » Camille, elle, était entrée dans le processus d'adoption avec une gravité surprenante pour son jeune âge. Elle posait des questions précises, presque juridiques. Elle voulait comprendre ce que cela signifiait être adoptée, si cela voulait dire qu'elle deviendrait comme une vraie fille. Claire ne minimisait rien. Elle lui expliquait les choses avec des mots simples, sans jamais effacer ce qu'Élodie avait représenté. « Tu as eu une autre maman avant moi, Camille, et tu l'aimeras toujours. Mais aujourd'hui, tu en as une nouvelle, et c'est pour toujours aussi. » Camille hochait la tête, parfois en silence, parfois avec un sourire timide. Elle avait commencé à dessiner des scènes de famille où elle se représentait aux côtés de Léa et Claire, sous des ciels colorés, dans des maisons entourées d'arbres. Leurs silhouettes étaient souvent reliées par un trait, comme une corde ou un fil rouge. Claire collectionnait ses dessins, les rangeait précieusement dans une boîte qu'elle gardait dans sa chambre. À l'hôpital, les collègues de Claire avaient eux aussi été témoins de la métamorphose. Elle n'était plus cette infirmière éteinte, marquée par un deuil qu'elle ne nommait jamais. Elle riait parfois, elle parlait d'école, de devoirs, de brosses à dents perdues. Les enfants du service la reconnaissaient toujours comme la figure douce et rassurante, mais ils percevaient quelque chose de différent. Sa voix chantait, pas seulement pour apaiser, mais parce qu'elle avait retrouvé sa musique intérieure. Un matin, alors qu'elle déposait les filles à l'école, l'institutrice lui demanda si elle était la mère adoptive. Claire sourit, répondit avec simplicité « Je suis leur mère, oui ». Aucune autre précision ne semblait nécessaire. La légitimité de ce lien ne se mesurait pas aux formulaires administratifs, mais à la façon dont les filles la cherchaient du regard, la serraient dans leurs bras ou murmuraient son prénom dans leur sommeil. Le jour où le dossier fut officiellement validé par le juge, Claire reçut la lettre dans sa boîte aux lettres. Elle s'était assise sur le canapé, l'enveloppe sur les genoux, respirant profondément avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un acte court, formel, mais irrévocable. Camille Moreau. Léa Moreau, ses filles. Le nom était désormais partagé. Claire ressentit un soulagement qu'aucune larme ne put exprimer. Elle s'autorisa alors à pleurer, non de chagrin, mais de gratitude. Elles célébrèrent ce moment à leur manière,
une sortie au parc préféré des filles, suivie d'un pique-nique sous un grand platane. Claire leur lut des histoires, inventa des contes, leur parla d'un futur rempli de possibilités. Léa lui demanda si elle pourrait un jour voyager. Camille voulait voir la mer. Claire promit tout, pas comme une promesse de conte de fées, mais comme une promesse d'effort partagé. Ce soir-là, de retour à la maison, les filles étaient trop excitées pour dormir. Claire leur proposa une dernière chanson, et cette fois, ce ne fut pas elle qui entama la berceuse. Ce furent Léa et Camille, ensemble, qui commencèrent à fredonner, avec des voix claires et justes. Claire se joignit à elle, émue, et elles chantèrent jusqu'à ce que la nuit les emporte dans un sommeil calme, les cœurs enfin réunis, les noms restaurés, les blessures pansées. Une famille née 2 fois, une vie commencée à nouveau, avec force et douceur. Un dimanche après-midi, baigné par la lumière dorée d'un soleil timide mais doux, Claire Moreau marchait dans un parc bordé de platanes centenaires, les mains dans les poches de son manteau léger. À ses côtés couraient Léa et Camille, riant à gorge déployée, leur voix claire se mêlant au chant des oiseaux. Leurs pas faisaient crisser les graviers et les feuilles mortes volaient autour d'elles comme des confettis oubliés. Ce moment, aussi ordinaire qu'il puisse sembler, avait pour Claire le goût d'un miracle. Elle l'observait avec cette gratitude tranquille que seuls ceux qui ont connu la perte peuvent éprouver face à la simplicité retrouvée. Le parc était un lieu familier, sans prétention, mais chargé de symboles. C'était ici, exactement à cet endroit, qu'elle venait autrefois avec Léa, lorsqu'elle n'était encore qu'un tout petit bout de vie accroché à ses doigts. Elle lui montrait les canards, les écureuils, les reflets de la lumière sur le lac artificiel. Elle lui chantait leur berceuse, assise sur un banc précis, le 3e à gauche depuis l'entrée principale. Et c'était ce même banc qu'elle retrouvait aujourd'hui, avec 2 filles plutôt qu'une, et une histoire bien plus vaste à raconter. Claire s'assit pendant que les filles s'éloignaient pour courir après un ballon rouge qu'un autre enfant leur avait prêté. Elle les regardait jouer, leur énergie insatiable, leur complicité intacte. Malgré tout ce qu'elles avaient traversé, elles riaient comme des enfants ordinaires. Aucun passant n'aurait pu deviner la complexité de leur histoire, ni les douleurs qu'elles portaient en silence. C'était peut-être ça, le véritable miracle, cette capacité qu'avaient les enfants à reconstruire l'innocence là où elle avait été brisée. Le vent s'était levé, léger, portant avec lui des éclats de voix, des cris joyeux, des promesses de glace et de tours de toboggan. Claire se surprit à chantonner. C'était d'abord un murmure, à peine audible, puis la mélodie prit forme timide mais exacte, la berceuse, celle qu'elle croyait ne plus jamais pouvoir entonner, celle qui appartenait à un autre temps, à une autre vie. Et pourtant, elle était là, intacte, dans sa mémoire, dans sa gorge, dans son cœur. Les notes sortaient sans effort, comme si elles n'avaient jamais cessé d'habiter son souffle. À une dizaine de mètres, Léa et Camille s'arrêtèrent net. Elles se retournèrent en même temps, les yeux fixés sur elle. Claire cessa de chanter, prise au dépourvu, mais les filles, au lieu de la regarder avec étonnement, se mirent à avancer vers elle, lentement, comme attirées par quelque chose d'invisible. Arrivées devant le banc, elles s'assirent de chaque côté d'elle. Personne ne parlait. Claire les regarda, émue, attendant une réaction. Et ce fut Léa qui, la première, reprit la mélodie. Une note juste, pleine, suivie par Camille à l'unisson. Elle chantait. Elle connaissait les mots, l'intonation, le rythme, comme si le temps n'avait rien effacé. Claire ne comprenait pas comment une mémoire si ancienne pouvait survivre à tant d'années, tant de ruptures, tant de transformations. Et pourtant, elle chantait et elle les rejoignit. Le trio se forma sans effort, 3 voix fondues dans une seule ligne musicale, douce, enveloppante, indestructible. Autour d'elle, les passants ralentissaient à peine. Personne ne semblait remarquer la beauté de ce moment. Ce n'était pas une scène spectaculaire, ce n'était pas un tableau de cinéma. C'était simplement 3 êtres réunis par une mélodie, une histoire, une tendresse inaltérable. Claire sentit ses yeux s'embuer, mais elle ne pleura pas. Elle chantait, elle vivait. Lorsque la chanson prit fin, les filles se serrèrent contre elle. Léa posa sa tête sur son épaule gauche, Camille sur la droite. Claire ferma les yeux. Le banc, les feuilles, le vent, les cris d'enfants, tout semblait former une bulle suspendue dans le temps. Elle aurait voulu que ce moment dure toujours, pas par peur de le perdre, mais par la conscience aiguë de sa rareté. Ces instants où tout est à sa place,
où le passé et le présent se réconcilient, sont rares, et celui-ci en était un. Elles restèrent ainsi un long moment, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner derrière les branches. Claire proposa de rentrer. Les filles se levèrent sans protester, leurs petites mains glissées dans les siennes. Elles marchèrent lentement, comme si elles aussi sentaient que ce dimanche particulier marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. De retour à la maison, Claire prépara un chocolat chaud pendant que les filles se changeaient. Le salon s'emplit de l'odeur sucrée du cacao, des rires et des pas pressés sur le parquet. Elle posa les tasses sur la table basse, s'assit sur le canapé et les regarda s'installer. Elles s'emmitouflèrent dans la couverture, prêtes pour un dessin animé, un dernier câlin, un dernier chapitre d'un conte du soir. Avant d'éteindre la lumière, Claire les embrassa sur le front, puis leur murmura « Merci ». Les filles ne posèrent pas de questions. Elles sourirent. Elles savaient. Elles avaient toutes les trois traversé la nuit, et maintenant, la chanson pouvait continuer. Pas seulement la leur, mais toutes celles qu'elles inventeraient ensemble au fil des années, des souvenirs, des saisons. Une vie entière les attendait. Et dans cette vie, il y aurait des chansons, encore et toujours. Parce que l'amour, quand il renaît, ne se tait jamais. Il chante, il murmure, il s'élève. Et ce soir-là, dans la pénombre douce de leur salon, c'était exactement ce qu'il fit.